Entre le fort et le faible, c'est la volonté qui a servi et la loi qui libère. En matière de contrat de bail, le terme approprié est celui de bailleur. Parce que le bailleur, c'est celui qui donne en location. La République du Congo est un État qui possède un tiroir juridique bien garni. Il existe en réalité en République du Congo beaucoup de textes juridiques, beaucoup de textes de loi. Mais ce qui est constaté dans la pratique, c'est que les Congolais vivent comme en totale méconnaissance de ces règles. Nous voyons des Congolais dans des situations juridiques inventer leurs propres pratiques. Parmi ces situations dans lesquelles des Congolais ont inventé leurs propres pratiques à l'insu du législateur, nous avons la situation du bail. Le bail notamment à usage civil, objet de l'émission de ce jour. Aujourd'hui, nous avons pour thème « Que faut-il connaître sur le contrat de bail à usage civil ?» Et pour répondre à une telle problématique, nous recevons un invité aujourd'hui sur cette chaîne, sur cette page YouTube, Le Génie du droit congolais, un juriste de formation, j'ai nommé Monsieur Dalous Hardy Mavungu. Bonjour Monsieur Dalous Hardy Mavungu. Bonjour Monsieur Mbika Herman. Comment est-ce que vous allez? J'ai connu des jours pires. Ok, merci. Et comment vous sentez-vous lorsqu'on vous a invité? Comment vous vous sentez sur notre plateau aujourd'hui? Je me sens bien, je suis dans la joie et je suis heureux d'être là. Mais le sentiment qui gagne le plus mon cœur, c'est un sentiment de reconnaissance et de gratitude. Je connais le juriste que vous êtes, le journaliste que vous êtes en train de devenir et je me suis senti honoré d'être l'invité de cette émission pour partager mes connaissances en droit, aussi petites soient-elles. Merci beaucoup. Je suis très ravi de le savoir parce que nous sommes aussi très heureux, je suis très heureux également de vous recevoir aujourd'hui pour que nous discutions sur ce problème, sur ce sujet, sur que faut-il savoir réellement sur le contrat de bail d'habitation ou à usage civil en République du Congo. C'est une problématique qui mine vraiment la société congolaise aujourd'hui. Nous remarquons, et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission, des problèmes liés généralement au logement. Les Congolais croient que avoir un appartement, ça devient un business des Congolais. Le rêve de tout parent, de tout père de famille, c'est de travailler, de faire des économies, de s'acheter une parcelle, de construire une petite maison là où il va résider, et puis de faire une annexe, on va dire, un autre appartement quelque part où il aura les locataires. Et donc, c'est ce qui entraîne le contrat dont on va parler aujourd'hui, le contrat de bail à usage civil où c'est un citoyen, un propriétaire d'un appartement qui fait louer son appartement à d'autres personnes qui ne sont pas des clients en réalité, mais qui sont d'autres citoyens du pays. Donc, il faudrait qu'on précise bien qu'il ne s'agit pas du commerce. Ce n'est pas une activité commerciale, c'est une activité civile. C'est pourquoi il existe une loi civile à part entière qui traite de cette question-là. Alors, quelle est la loi, d'après vous? Expliquez-nous, dites-nous, renseignez-nous. Quelle est la loi qui réglemente la situation du bail en République du Congo, bail à usage civil? Alors, ceux qui nous suivent doivent savoir, c'est qu'en République du Congo, bien entendu, vous l'avez dit, il existe une loi qui réglemente le bail d'habitation, le bail à usage civil. C'est la loi du 12 décembre 2012 que j'appelle affectueusement la loi des 3-12. Okay. Alors, cette loi, j'aime beaucoup parce que la loi est intitulée Loi portant réglementation. Pourquoi réglementation? Parce que le législateur a constaté un désordre au niveau de l'exécution du contrat de bail en République du Congo. Et vous savez, j'aime beaucoup cette phrase de la Cordière. Pour le juriste que je suis, je ne peux pas débattre ou apporter mon point de vue sur un contrat sans pourtant le convoquer. C'est la phrase, la citation de la Cordière. La Cordière avait écrit « Entre le fort et le faible, c'est la volonté
volonté qui asservit et la loi qui libère. Par cette phrase, Lacordaire voulait tout simplement dire qu'il est important pour le législateur et donc pour l'État de pouvoir légiférer ou de pouvoir encadrer les relations contractuelles. Et fort de cette connaissance, le législateur congolais en 2012 a voté et a donné une nouvelle loi à notre système judiciaire. Merci beaucoup. Et donc, vous nous parlez de la loi des 3-12 aussi, je reprends vos propos, la loi du 12 décembre 2012 qui réglemente, qui donne un cadre juridique au bail à usage civil. Nous parlons du bail à usage civil, mais quand j'ai lu la loi, puisque j'ai eu le temps de la lire avant de faire une pareille émission, c'est qu'on parle de contrat de bail ou contrat de location. À votre avis, c'est quoi un contrat de location ou contrat de bail d'ailleurs pour ceux qui nous suivent, pour qu'ils comprennent un peu de quoi est-ce que nous voulons parler dans cette vidéo? D'accord. Alors, je vais faire simple. Oui. Le contrat de bail est un contrat unissant le bailleur au locataire en vertu duquel le bailleur s'engage à mettre à la disposition du locataire un fonds bâti ou non bâti. Ça veut dire quoi? Vous pouvez expliquer? Bon, un fonds bâti, c'est par exemple un bâtiment. Donc ça peut être un bâtiment en entier, une maison, un appartement. Un fonds bâti, un fonds non bâti, ça peut être, c'est souvent des terrains que nous appelons vides. Donc des terrains nus, voilà, des terrains, voilà. Je préfère l'expression terrain vide. Ok, pour la pudeur, ok, il n'y a pas de souci, hein. C'est comme vous voulez, comme vous voyez. Ah d'accord, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Vous nous faites comprendre que, écoutez, quand on parle de contrat de bail ou contrat de location, on voit ipso facto automatiquement deux personnes. D'une part, nous avons le bailleur, d'autre part, nous avons une autre personne qu'on appelle locataire. Donc toutes les fois qu'on verra dans un contrat l'expression bailleur et locataire, nous sommes en face d'un contrat de bail, c'est ça? Oui, toutes les fois où dans un acte juridique, vous aurez ces deux qualités de parties, bailleur et locataire, il faut savoir que vous êtes dans un contrat de bail. Mais tout à l'heure, j'ai pas terminé la définition que j'étais en train de vous donner du contrat de bail. Il y a un élément assez important qu'il faut mettre à la disposition de ceux qui nous suivent. C'est que dans un contrat de bail, le bailleur, comme je l'ai dit, s'engage à donner aux locations, en location, oui. Mais il s'engage à donner en location en contrepartie du loyer. Ah, c'est quoi le loyer? Alors, le loyer, c'est le prix que le locataire verse au bailleur pour utiliser le bâtiment ou la maison, le terrain et tout. Donc, c'est un prix qu'on paye en numéraire, c'est de l'argent. Bien sûr. Donc, si on parle de loyer, est-ce que forcément on a besoin de reverser en contrepartie de l'utilisation de l'appartement, de l'utilisation de la maison ou du terrain, de l'argent? Est-ce qu'on peut apporter autre chose? Par exemple, bon, on dit on n'a pas l'argent, mais on paye par exemple, je dis n'importe quoi, mais on prend des tubercules ou du maïs, on paye chaque fin du mois. Est-ce qu'on peut payer, si on veut être juriste, on peut dire, est-ce qu'on peut payer le loyer en nature? Je dirais le principe c'est que le loyer doit être en numéraire. Alors, je n'ai jamais rencontré un seul bailleur qui accepte qu'on lui paye un loyer en nature. Pour des raisons de prudence, je ne dirais pas que ça ne peut pas se faire parce qu'une fois de plus, le contrat c'est un acte voulu par les parties. Et donc, s'ils peuvent convenir autrement, il n'y a pas de problème, mais ici, le législateur tient en compte le prix, donc une somme d'argent. Oui. En effet, merci beaucoup, c'est très intéressant. Et lorsque nous sommes en train d'échanger, ça me donne beaucoup d'idées et plein de questions sont en train de m'arriver parce que je me pose une question intéressante. Nous parlons du bail et le sujet de cette vidéo, c'est le bail à usage civil. Mais est-ce que le bail à usage civil est l'unique forme ou l'unique type de bail qui existe? Est-ce qu'il n'existe pas à côté du bail à usage civil ou à usage d'habitation une autre forme de bail?
Je dirais qu'il y a plusieurs types de bail. Le bail d'habitation n'est pas l'unique bail qui existe. Ah, d'accord. Alors, la classification, elle n'est pas aisée parce que très souvent, quand on parle du bail, Oui. on pense toujours à la location d'un terrain, d'une maison, d'un appartement ou d'un local. Mais le bail va au-delà des immeubles. Ah, On peut parler, on peut donner en location un bien meuble. Ah. Et c'est une opération très présente dans le monde bancaire. L'opération est intitulée le crédit bail. ah, Vous pouvez être une entreprise, vous avez par exemple besoin d'un tracteur, d'une machine, vous n'en avez pas les moyens, mais vous pouvez souscrire à cette opération. Donc la banque finance l'achat du bien par rapport à vos besoins, oui. et une fois que l'achat est effectué, on met à votre disposition ce bien, Tracteur, oui. ce Ah, tracteur, le cas échéant. voilà, ce tracteur, et en contrepartie, vous versez un loyer. Donc, quand on parle du bail, il faut quand même dire que le bail ne se limite pas ou ne s'applique pas que dans le domaine Des immeubles. immobilier. Ah oui. Ah, je vois, avant que vous ne poursuiviez avec les différents types de baux, on parle de bail au pluriel, ça veut dire baux, B-A-U-X, pour ceux qui ne savent pas, c'est très intéressant. Souvent, on le voit avec des artistes. Quand vous avez dit que le bail ne se limite pas uniquement en matière immobilière, il y a aussi donc des baux en matière mobilière ou en matière de meubles. Quand vous dites ça, je sais que la voiture est un bien mobilier, c'est un bien meuble en réalité. Et on voit les stars parfois louer une voiture. Quand ils ont besoin de faire un tournage, vidéo, etc., ils louent des voitures. Donc on peut dire que c'est aussi un contrat de bail, n'est-ce pas? Il faut quand même que nous puissions nous accorder sur quelque chose. Alors, le contrat de bail, moi, c'est un point de vue. Il y a ce que moi j'appelle par le contrat de bail classique et le contrat de bail, on va dire, je parlerai plutôt des variantes du contrat de bail. Ok. Le contrat de bail peut s'exprimer, peut être représenté sous plusieurs formes. Okay, Telles oui. que là, par exemple, vous avez raison, donc vous prenez en location. Oui, en location, oui. Vous prenez en location un véhicule et bien entendu que là, on peut parler d'un bail, mais c'est pas vraiment un bail d'habitation. Oui, en effet, oui. C'est pas un bail d'habitation. Ok. Donc, on poursuit, puisque vous nous avez dit qu'il existe d'autres types de bail, d'autres types de baux, si on fait au pluriel, à côté du bail à usage civil ou bail d'habitation. Quels sont ces types de baux qu'on peut compléter au bail d'habitation qu'on connaît généralement tous, objet de cette émission? À côté du bail d'habitation, quels sont les autres types de baux? Alors, on peut, à côté du bail d'habitation ou du bail à usage civil, on peut parler du bail commercial. Okay, on peut parler du bail commercial, on peut parler, on va dire, du bail professionnel. Mais là, vous allez me permettre d'argumenter un tout petit peu. D'accord, il n'y a Ici, pas de quoi. on dit bail professionnel, je fais référence au professeur Philippe Mallory, un très grand doctrinaire. Okay. Qui a qualifié le bail professionnel comme étant un bail portant sur une activité professionnelle. Par exemple? Professionnel, civil, par exemple, vous avez par exemple un notaire. Ah, un notaire, oui, professionnel notaire, voilà, oui. qui veut installer une étude. Bah, il ne va pas le faire en plein air, donc il faudrait bien qu'il puisse prendre... Ôtez-moi d'un doute, s'il vous plaît, quand vous parlez d'installer une étude, ça veut dire créer un cabinet, c'est ça? Voilà, créer un cabinet. Pour ceux qui nous écoutent, bien entendu. Donc c'est ça, merci. Créer un cabinet. Ok. Et donc, il sera obligé de contracter, de pouvoir de signer un contrat de bail. Ah. Et ce bail, en réalité, si vous voulez, c'est un bail civil. Parce que avec les baux, vous devrez comprendre qu'il y a, comment dirais-je, plusieurs espèces. Il y a des familles et dans chaque famille, vous avez des espèces. Par exemple, le bail dont je suis en train de vous parler, professionnel, à la base, c'est un bail civil. Ah, ok.
Puisque ceux qui travaillent, en suivant vos propos, bien entendu, puisque vous avez parlé des notaires, et donc je pense, puisqu'il s'agit d'une profession libérale, il s'agit d'un métier libéral, on peut donc dire que les avocats aussi sont classés dans ce même type de bail, n'est-ce pas? Donc, si on dit ça comme ça, puisque nous savons, pour nous juristes, pour ceux qui nous suivent peut-être qui sont non juristes ne le savent pas, mais c'est une information, c'est que l'activité d'un notaire ou d'un avocat, d'un huissier, c'est la même chose, est une activité qui est civile. Ce n'est pas une activité commerciale parce que on oppose l'activité civile de l'activité commerciale. Ils sont là pour travailler parce que c'est une activité imposée par la loi. Les gens ont besoin d'une défense. Les décisions de justice doivent être exécutées. Il faudrait qu'il y ait un professionnel qui va le faire. C'est vrai qu'on parle de clients, mais c'est pas une activité commerciale, c'est plutôt une activité civile. Donc, c'est juste cette nuance. Et vous nous dites que le bail professionnel fait partie de ces types, de ces différentes typologies, donc de baux, à côté donc du bail d'habitation. Vous nous avez cité deux, le bail d'habitation, le bail professionnel, et je crois vous avoir entendu parler du bail, je sais pas, commercial. Peut-être que je me suis Oui, trompé. il y a le bail commercial. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très important. C'est que la nature du bail dépend de la qualité des parties et de l'usage que l'une des parties, en l'occurrence le locataire, fera de ce local, bâtiment, du bâtiment et etc. tout. Oui. Alors, lorsque c'est par exemple une personne exerçant une activité civile, le bail ne peut pas être commercial, donc il sera civil. Et si la personne est commerçante, donc elle a la qualité de commerçant, et compte installer son activité commerciale, là, on ne sera plus en présence du bail civil, mais plutôt du bail commercial. En tout cas, la partie qui donne la nature au contrat de bail, c'est le locataire. Celle qui va l'exploiter. Voilà, celle qui va l'exploiter, donc en l'occurrence le locataire. Et donc, si vous me permettez de terminer... Donc, il n'y a pas de souci. De terminer, il y a un autre bail peu connu, mais qui existe, c'est ce qu'on appelle par le bail rural. Le bail rural, et dans le bail rural... Rural, ça fait un peu référence au village, ça. À la campagne, quelque part. Bien entendu. Vous allez nous expliquer ce que c'est? Voilà. Alors, dans le bail rural, il y a un bail très peu connu du grand public, je pense. C'est ce qu'on appelle par le bail amphithéotique. C'est un gros mot, ça. C'est un mot qui sonne fort aux oreilles. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord, j'en conviens. Et donc, il y a le bail... amphithéotique. Amphithéotique, lequel bail a fait l'objet d'un grand débat dans notre pays. Le fameux débat portant sur la cession ou la location des terres. Ah oui, avec le Rwanda. Voilà, le Rwanda. Ah effectivement. Oui, je vois. Et donc, il faut savoir que l'État peut être bailleur. L'État en tant que... Bon, ici, l'État... personne morale. Bien sûr, l'État ou ses démembrements. Donc, ça peut être une collectivité locale, peut par exemple mettre à un département, faut bien préciser. Un département peut mettre à la disposition d'une personne publique ou privée des espaces de terre pour que cette personne puisse les exploiter. Et donc là, nous sommes en présence d'un bail rural, comme vous l'avez dit. Rural, mais plus précisément d'un bail amphithéotique. C'est très intéressant, cette précision. C'est très important. Et nous voulons poursuivre avec d'autres éléments. On ne va pas rester dans le bail amphithéotique, autrement dit le bail rural. Vous nous avez cité donc 4 types de baux. Nous avons premièrement le bail d'habitation ou bail à usage civil, objet bien entendu de cette émission. Ensuite, vous nous avez parlé du bail professionnel. Vous nous avez cité un certain nombre d'exemples. L'installation par exemple d'un cabinet d'un notaire ou d'un avocat ou d'un huissier, on a besoin d'un local et ce local-là, pour l'avoir, il faut signer un contrat de bail et ce type de contrat, ce n'est pas un bail normal, ce n'est pas un bail d'habitation parce qu'on n'y vivra pas, le notaire ne vivra pas là-bas, c'est un bail à titre professionnel, c'est pour son activité civile qui est le notariat par exemple ou l'avocature pour l'avocat. Troisièmement, vous nous avez parlé du bail commercial, un bail dans lequel on retrouve au moins une personne qui a la qualité de commerçante. Par exemple, c'est le locataire généralement, puisque celui qui va exploiter
le local. Il va exploiter le bâtiment s'il fait une activité commerciale. C'est le cas de nos amis ouest-africains, généralement, qu'on appelle Ouara, autrement dit, qui louent des boutiques. Donc, c'est pour un usage professionnel. C'est pour un usage commercial, j'allais dire. C'est pour un usage commercial. Pourquoi? Parce que l'activité qui est exercée dans ces locaux est une activité commerciale. L'achat et revente des marchandises. C'est une activité commerciale par nature. Pour ceux qui ne font pas droit commercial, vous saurez un peu après. Et dernier type de bail que vous avez cité, c'est bail rural. Et parmi les baux ruraux, nous avons un bail amphithéotique qui est un bail dérogatoire du droit commun, c'est-à-dire un bail qui, pour une durée plus courte, c'est 18 ans, et pour une durée plus longue, c'est 99 ans, d'autant plus qu'on ne peut pas signer un bail éternellement. N'est-ce pas? Effectivement. Oui. Ok. Donc, c'était juste pour éclaircir un peu ce que vous avez dit. Et là, nous rentrons un peu en profondeur parce qu'il y a une autre question qui me vient, puisqu'on va essayer maintenant de nous plonger dans le bail d'habitation, qui est objet de cette émission. Dans le bail d'habitation, quand j'ai lu la loi des 3-12, la loi du 12 décembre 2012, il y a quelque chose qui m'a frappé. Parce que dans la pratique, quand on écoute les Congolais, ben, écoutez, c'est mon logeur, je ne sais pas trop. Est-ce que, puisque je suis étudiant, ça veut dire que forcément je suis locataire de quelqu'un. Pour l'instant, je n'ai pas d'appartement. Je suis locataire forcément de quelqu'un. Souvent, les gens parlent de logeur. Mais quand j'ai lu la loi de 2012 qui traite effectivement de ces genres de relations contractuelles, le contrat de bail d'habitation, je me rends compte que le mot qui est plutôt employé, c'est bailleur. Est-ce qu'il y a véritablement une distinction entre le mot bailleur et logeur, ou ce sont des termes synonymes? La différence, elle existe. Vous savez, j'ai l'habitude de dire les mots ont un sens. Okay. Et quand le législateur choisit d'employer un mot ou de différencier deux mots, ça veut dire que juridiquement, ces deux mots ne parlent pas de la même situation. Okay. Mais avant d'établir la différence qui existe entre un bailleur et un logeur, qu'il me soit permis de faire un petit retour en arrière. Lorsque nous avons parlé des différents baux, les gens doivent aussi savoir qu'il y a des bails, il y a des baux où il y a un bail qui a à la fois les caractères d'un bail civil et d'un bail commercial. C'est ce qu'on appelle par le bail mixte. Je prends un exemple pour faciliter la compréhension à ceux qui nous suivent. Vous êtes propriétaire d'un local que vous donnez en location à un Ouest-Africain pour qu'il y installe son commerce, et vous constatez que quelque temps après, l'Ouest-Af n'utilise pas le local que pour son commerce, mais il y passe aussi ses nuits. Et donc là, nous sommes en présence d'un bail qui est mixte, parce que autant il y a un caractère commercial, parce que l'activité qui est exercée est une activité commerciale, en effet, mais aussi à partir du moment où il utilise le même local pour passer ses nuits. Un dortoir. Un dortoir. Donc là, nous sommes en présence d'un bail mixte qui comporte à la fois les caractéristiques du bail commercial et du bail civil. Et dans notre pays, c'est fréquent. Alors, revenons à votre question de tout à l'heure. En matière de contrat de bail, le terme approprié, c'est celui de bailleur. Pourquoi? Parce que le bailleur, c'est celui qui donne en location. C'est lui qui donne en location. Par contre, le logeur, si vous voulez, il est un peu comme le bailleur. Mais dans les baux civils, on évite d'employer ce terme. Par exemple, on parle plus de logeur face au contrat civil quand nous sommes par exemple en présence des contrats civils à durée court, ou en tout cas relativement court. C'est par exemple le cas de, je ne sais pas, quand vous prenez une chambre d'hôtel, soit pour y passer la nuit ou pour
pour faire un travail, je ne sais pas. Là, par exemple, la personne qui vous remet les clés, vous n'allez pas dire que c'est mon bailleur, vous allez dire que c'est mon logeur. Pourquoi? Parce qu'il met à votre disposition un appartement meublé. Oui. Donc c'est un appartement meublé et tout. Donc c'est pas votre bailleur, mais c'est votre logeur. D'autant plus que dans notre pays, la pratique est devenue monnaie courante. Vous avez aujourd'hui des gens qui mettent à la disposition de, on va dire, des citoyens, ces genres d'appartements. Les appartements meublés, vous pouvez prendre ça pour une activité, pour ceci, cela. Et donc lorsque vous y allez pour passer du temps, mais vraiment, ça doit être relativement court, ou pour faire un travail momentané, cette personne, vous ne direz pas que c'est mon bailleur, mais c'est mon logeur. Donc, il vous a logé pour une période, afin que vous fassiez un travail, ou que vous passiez un temps, en contrepartie d'un prix. Et d'ailleurs, c'est pas le loyer, n'est-ce pas? Non, c'est pas le loyer. Vous payez le prix. Le prix du service. Le service, oui, voilà. En effet, oui. Donc c'est un service rémunéré. Il vous loge en contrepartie d'un prix, moyennant un prix. Voilà, moyennant un prix. Donc c'est pas un loyer que vous lui versez, mais c'est un prix. Vous payez le service qu'il vous offre. Ok, merci. C'est super intéressant d'avoir préciser cette partie, cet élément, parce que généralement dans la pratique, nous voyons les gens confondre l'expression logeur et bailleur, alors que en réalité, c'est pas la même chose. Lorsqu'on est en face d'un contrat de bail à usage civil, comme tous nous avons, la plupart des gens au Congo, nous sommes locataires et nous concluons des contrats de baux avec nos bailleurs qui ne sont pas de logeurs. Ce ne sont pas nos logeurs, ce sont nos bailleurs, et donc nous avons une relation contractuelle avec ces gens-là. Mais il y a une question, parce qu'il y a une autre pratique que nous avons remarquée au Congo, c'est que quand nous arrivons, nous voulons chercher une maison, nous voulons chercher un appartement par exemple, nous voyons des gens, parce que c'est devenu très difficile à Brazza ou à Pointe-Noire d'ailleurs de trouver une maison, alors que avant, il y avait des plaques à gauche et à droite, maison à louer. On partait voir le bailleur, le futur bailleur bien entendu. On concluait le contrat, ben voilà, on versait la caution et tout ça. Mais aujourd'hui, nous avons un circuit un peu compliqué, un peu imbriqué, compliqué. Donc on ne sait plus trop, on perd parfois les repères. Parfois, nous avons un budget assez restreint. Nous avons par exemple 35 000, nous voulons une maison, bon écoutez, à 15 000 francs, un studio. Nous avons que l'argent de la caution, notre espèce de caution, mais vous avez des gens qui vous disent, bah, écoutez, non, on est des marcheurs, bon voilà, ils vous montrent la maison, tout en vous disant, mais écoutez, si vous n'avez pas l'argent d'un mois, vous ne pouvez pas prendre la maison. Je ne sais pas si cette pratique est réglementée. Nous voyons des gens, donc, et des gens se retrouvent dans une situation compliquée. Imaginez, vous êtes obligé de payer un mois du loyer, normalement le montant du loyer, à un monsieur ou à une dame qui vous a montré, qui vous a orienté vers votre futur bailleur. Quand vous arrivez au bailleur, vous lui versez 2 mois de caution, généralement c'est ce qu'ils exigent, mais on paye 3 mois. Est-ce qu'il y a un texte juridique qui impose ou indique que, ben écoutez, quand vous voulez être locataire, il faut payer 1 mois de plus à un monsieur qu'on appelle démarcheur? Alors, je suis d'accord avec vous que c'est une situation qui existe dans notre pays, surtout dans les 2 principales villes, à savoir Brazzaville et Pointe-Noire. Ok. Alors, c'est pas une activité en soi illégale. Ah, ok. Parce que dans plusieurs pays, ces personnes, ce sont des intermédiaires. Ok. Leur rôle, c'est de mettre en relation 2 personnes qui désirent contracter. Donc, comme les courtiers. Voilà, un peu comme des courtiers en matière d'assurance, par exemple, on les voit. Et donc, en soi, la pratique, l'activité n'est pas illégale. Par contre, on peut condamner la pratique. Le législateur congolais, dans la loi de 2012, a prévu ce cas et les a qualifiés notamment de
mandataire de recherche de locataires ou marchand de liste. Alors, moi, ce qui me dérange le plus, et vraiment c'est ce que ceux qui nous suivent doivent comprendre, c'est sur la rémunération. Qui est censé rémunérer c'est même la question que j'étais en train de noter ici. Le mandataire de recherche de locataires. Oui. Alors, si c'est le logeur qui a fait appel à ce dernier. Mais généralement, c'est le cas. Est-ce que c'est le locataire même qui fait... Lui, il vient à peine, il voit une plaque, forcément, cette personne s'est entendue avec le bailleur, mais c'est normalement dans le montant, je sais pas, de la caution, on devait peut-être le verser ou comment, le rémunérer. Mais pourquoi la charge pèse alors, si nous sommes en présence, par exemple, d'un mandataire de recherche de locataire, c'est pas au client de rémunérer ses services. Mais c'est ce que nous voyons dans la pratique. Oui, mais malheureusement, l'État ferme un peu les yeux face à cette pratique que je condamne, d'autant plus que j'en ai été victime. Le mandat, c'est d'abord un contrat. Ça veut dire que le propriétaire du local ou le gérant donne mandat à quelqu'un. Ça peut être une personne physique ou morale, donc une entreprise par exemple, une agence immobilière. Donc à partir du moment où je te donne un mandat, vu que c'est un contrat, ce contrat ne peut produire des effets contre nous au nom de l'effet relatif du contrat ou des contrats. Et donc, lorsque c'est un mandataire de recherche de locataire, c'est pas au client ou au locataire de lui verser de l'argent. C'est plutôt au propriétaire, parce que c'est le propriétaire qui a sollicité ces services. Oui, en effet. Mais il y a encore un autre cas de figure. Vous avez par exemple des intermédiaires, eux aussi ce sont des intermédiaires, mais les marchands de liste. Alors, eux, ils n'ont pas de contrat avec le propriétaire du bâtiment en location. Eux, par contre, ils contractent avec le client. Donc, si c'est toi qui vas vers la personne... vers l'agence, par exemple. Vers l'agence, afin que... Celle-ci vous trouve un local, par exemple, un logement. Vous trouve un logement. Donc là, vous établissez un contrat. Vous êtes censé les rémunérer. Voilà, vous êtes censé les rémunérer. Dans ce contrat, le propriétaire est tiers. Et donc, c'est pas lui qui va rémunérer ce service, puisque c'est vous qui êtes allé vers le marchand de liste. C'est ainsi que le législateur congolais l'appelle. Le nom. Maintenant, vous avez l'impression que j'ai dit une chose et son contraire en même temps. Alors, ce qui est vraiment condamnable, c'est que les propriétaires ont mis en place une activité que je qualifie d'illégale. Je profite de votre plateau pour le dire. Vous avez des propriétaires qui ont des maisons qui sont libres, mais qui n'osent pas faire une offre, qui ne publient pas l'information, qui ne rend pas publique l'information, parce qu'ils travaillent avec des marchands de liste. Et donc là, cette pratique, elle est condamnable. Si vous avez une maison qui est libre, à défaut de faire appel à un mandataire de recherche de clients, vous publiez l'offre. Et ce qui est quand même, ce qui n'est pas quand même, et ce qui est condamnable, c'est que il y a une rétention de l'information de la part des logeurs, tout simplement parce que... Des bailleurs. Autant pour moi, des bailleurs, tout simplement parce que lorsque c'est le client qui va vers le marchand de liste, c'est le client qui rémunère le marchand de liste. Il rémunère le service. Et le marchand de liste récompense le bailleur qui a caché l'information, qui n'a pas rendu publique l'information. Et c'est là où ça devient illégal. C'est là où ça devient illégal. C'est ce comportement qu'il faut condamner. Donc, je m'adresse aux bailleurs. Si vous ne voulez pas faire appel à des mandataires de recherche de clients, publiez l'information toutes les fois où vous aurez
une maison qui est disponible. Okay. Donc, éviter de dissimuler l'information pour pousser des gens à aller vers ce que le législateur a nommé de marché de liste, afin que vous puissiez vous aussi avoir des commissions. Cette pratique, elle est illégale et je pense que l'État doit légiférer dans ce sens et pour faire de ça un délit. Et si vous me permettez, vous savez, les intermédiaires en matière immobilière, ce sont des commerçants. Parce que en effet, j'allais dire ça aussi, parce que ce n'est pas une activité commerciale. Un bailleur qui a une maison, ou un propriétaire qui a une maison, qui veut la donner en location, n'est pas un commerçant. Bien sûr, bien entendu. Mais par contre, l'intermédiaire, il est commerçant. Oui, mais parce que quand vous prenez l'acte uniforme, l'article qui énumère les actes de commerce par nature, on vous parle du courtage. Si, en effet, et ce sont des courtiers. Et donc, eux, en tant que commerçants, ne peuvent pas se rendre complices de telles pratiques. Et ce qui, vous savez, on dit un chat peut en cacher un autre, donc un problème peut en cacher un autre. En effet, oui. Vous allez, je vous mets un défi, allez vers tous les marchands de liste. Vous allez vous rendre compte qu'aucun n'est commerçant de droit. Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas de carte, il n'est pas enregistré au RCCM. C'est du crédit immobilier. Effectivement. Donc, c'est des gens qui sont commerçants de fait, alors qu'ils doivent être en réalité des commerçants de droit. Ok, il y a aussi quelque chose que vous avez dit un peu plus loin dans votre développement qui a attiré mon attention. Avant que vous nous parliez de dire une chose et son contraire, il y avait quelque chose que vous aviez énoncé. Vous avez dit que, en réalité, lorsque un agent, une personne, on va dire, fait une offre, vous avez dit que les marchands de liste, eux, sont des commerçants et donc, quand c'est le client, quand c'est la personne qui veut d'un local qui vient le voir, qui vient vers eux, ils facturent leur service. C'est intéressant. Mais si quelqu'un qui est en relation ou pas avec un bailleur, met maison à louer, met son numéro, vous, quand vous contactez, c'est vous qui allez vers lui, naturellement. Vous le contactez, dites non, oui, je connais où se trouve la maison, mais écoutez, allons-y, je vais vous conduire. Il vous dit, mon déplacement, c'est 5 000 francs, et quand on arrive sur place, vous me payez 1 mois de loyer. Vous voyez un peu ce qui se passe dans ce pays. Et vous voyez un peu la pratique qui se passe dans notre deux grandes villes. Dans ces conditions, et parfois quand vous arrivez, vous vous rendez compte que parfois le monsieur ou la dame n'a aucun contrat avec le bailleur. Parfois, le bailleur avait écrit effectivement maison à louer, mais lui, il est parti mettre une autre plaque à côté, puisqu'il n'y a pas de client, il n'y a pas de locataire qui est déjà rentré dans cette maison-là. On l'appelle, on le contacte, lui, il vous conduit vers le bailleur. Et quand vous payez de l'argent au bailleur, 2 mois de caution, il vous dit, bah, écoutez, 5 000 de déplacement, plus 1 mois de loyer, puisque la maison, c'est à 15 000 francs. Vous voyez un peu les pratiques qui se passent dans ce pays. Est-ce que c'est une pratique légale? Non, cette pratique ne peut pas être légale. Alors, vous savez, le juriste que je suis, j'aime beaucoup les adages. Je ne sais pas trop comment le dire en latin. J'ai un latin bancal ou un latin très maladroit. Mais en droit, il y a un principe. La fraude corrompt tout. À partir du moment où ce monsieur n'est pas en relation contractuelle avec le propriétaire, parce qu'à ce stade, on ne peut pas parler de bailleur encore, mais du propriétaire de la maison ou de l'appartement, la mettre en location, voilà, s'ils ne sont pas en relation, cette pratique, elle est frauduleuse. D'autant plus que le propriétaire, si je prends votre exemple, a écrit maison à louer. Donc lui, il n'a pas le droit de pouvoir écrire encore maison à louer pour avoir des commissions. Ça devient à la limite de l'arnaque. Ou de l'escroquerie même, on peut parler. Peut-être, si les éléments sont constitués. Oui, mais pour plus de prudence, je parlerai de l'arnaque, d'une arnaque. Et donc, vu que la fraude corrompt tout, si moi j'ai connaissance que voilà, vous n'êtes pas en relation contractuelle avec la personne, écoute, tant qu'à faire,
je ne vous paye pas, je vous dis merci de m'avoir mis en relation et avec le propriétaire. Ok, mais une telle personne, est-ce que vous pouvez poursuivre une telle personne en justice? C'est possible. Si, dans la mesure où vous avez remis de l'argent et puis vous êtes rendu compte en réalité qu'il n'existait pas de contrat avec le bailleur, est-ce que vous pouvez poursuivre une telle personne en justice? Parce qu'on dit, il y a un article, j'ai oublié, mais dans le Code civil, qui dit que tout paiement suppose l'existence d'une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Vous ne le devez pas, bon, il ne vous a pas rendu service dans le cadre logique de la légalité. Et dans le cadre légal, il ne vous a pas rendu service dans ce sens-là, puisque ce dernier n'est pas en relation contractuelle avec le bailleur. Et donc, vous ne le devez pas, il ne vous a pas rendu service, autrement dit. Et donc, est-ce qu'il doit restituer l'argent? Mais bien sûr, si vous avez payé en croyant que... bon, mais écoutez, dans tous les cas, à partir du moment où il y a la fraude, elle est caractérisée, il y a restitution. Okay. Alors, dans ce cas, l'intermédiaire ne peut pas être considéré comme étant un marchand de liste. Ah, okay. Parce qu'il connaît la maison. Oui. Donc, s'il connaît la maison, moi qui suis à la recherche d'une maison, je veux le considérer comme étant mandataire du propriétaire. Ok. Oui, c'est ça. Dans ce sens-là, voilà, mandataire du propriétaire. C'est dans ce sens-là que je parlais, mais seulement la difficulté, c'est que si on le considère mandataire, ça veut dire qu'il doit avoir reçu un mandat. Bien sûr. Mais dans les faits, on se rend compte qu'en réalité, mais quand il vous demande de l'argent, il ne veut pas que le propriétaire soit au courant. Il vous dit, tiens, il vous emmène un peu au coin, à côté, pour dire, écoutez, vous me donnez un mois de salaire. Bon, vous dites quoi de ça, vous? Pour moi, je dis que, bon, vous savez, le droit pénal, il est vaste et le droit pénal spécial l'est aussi. Je pense que c'est une infraction aux yeux de la loi. Et donc, moi, qui suis victime de cette pratique, je peux porter plainte. Okay, merci. Et je peux porter plainte puisque nous sommes en présence d'une arnaque. Vous avez appelé escroquerie. Peut-être. Faudrait-il encore que les éléments soient constitués. Effectivement. Puisque la loi pénale est d'application stricte. L'action publique sera déclenchée. Oui. Je me constituerai partie civile. En effet. Et puisque le pénal tient le civil en l'état, oui. si sa condamnation est prononcée, naturellement, il y aura remboursement des dommages et intérêts. Et je pense que dans cette hypothèse, l'action d'agir en justice ne va pas seulement appartenir au locataire qui s'est fait arnaquer, par exemple. Et même le propriétaire, parce qu'il peut dire, tu n'as pas reçu mandat de moi. Tu as usurpé peut-être mon nom, voilà. Qualité, mais oui, tu n'avais pas reçu mandat, tu as agi comme si tu étais mandataire alors que je ne t'ai jamais donné c'est pourquoi mandat et tout. Donc les deux peuvent agir en justice contre on va dire cet intermédiaire. Cet intermédiaire fictif, on va dire, qui voulait un peu se donner de grosses ailes. Mais ce qui est là, c'est que si j'ai parlé d'escroquerie, parce qu'il y a un élément qui est déjà là, les autres on pourra chercher, mais usage d'une qualité qui est fausse. Bien sûr. Il a usé d'une qualité qui est fausse alors qu'il n'était pas mandataire, mais il a fait croire au potentiel locataire, écoutez, que je suis ou j'étais et qu'il était, on va dire, mandataire. Et là, c'est très important, j'allais préciser quelque chose pour ceux qui nous suivent, qu'il est important de distinguer démarcheur. Ce n'est pas une expression qui cadre avec le domaine civil, en réalité. Le démarcheur, c'est dans une autre hypothèse, dans un autre cas. Ici, lorsqu'on parle de baux ou de bail au singulier, on ne parle pas de démarcheur. Démarcheur, c'est autre chose. Effectivement. On parle ici d'agent immobilier. La loi l'a dit, l'agent immobilier, c'est cette personne qui reçoit mandat d'aller rechercher de recherche de clients, de recherche de locataires. Moi, je suis propriétaire, je suis bailleur potentiel, je vous consulte, je sais que vous connaissez pas mal de monde dans le quartier. Je vous dis, écoutez, vous, trouvez-moi un client qui viendra rentrer dans cette maison. Trouvez-moi une personne qui rentrera dans cette maison. En ce moment-là, on conclut un contrat parce qu'on dit ça doit être constaté par écrit. Ce qui me pousse à poser une question très intéressante. Est-ce que vous pensez qu'un contrat de bail, c'est-à-dire le contrat qui organise les relations entre le bailleur et le locataire,
doit être formalisé par écrit. Est-ce qu'il est nécessaire que le contrat de bail soit écrit? Alors, puisque nous sommes en train de parler du bail d'habitation qui est un bail civil, il faut savoir que le principe, c'est le consensualisme. Donc, le contrat est formé par la volonté des parties. Mais il ne faut pas oublier que c'est un contrat spécial. Je suis d'accord. L'offre, la demande. Mais le législateur congolais, dans la loi de 2012, les 3.12, je pense à l'article 8 a traité de cette question. Ce que le législateur a dit, que le contrat doit être constaté par écrit. Mais toutefois, les parties peuvent déroger à ce principe. Parce que vous allez vous rendre compte que la plupart des contrats de baux d'habitation qui sont signés ça et là ne sont pas constatés par écrit. Mais je pense que pour des raisons de sécurité juridique et même de preuve à des fins, pour des besoins de sécurité juridique, c'est mieux de le constater par écrit. Parce que quand vous lisez la loi, vous allez vous rendre compte qu'il y a des documents qui doivent être annexés au contrat. Par exemple, il faudrait annexer le reçu du dépôt de garantie. Il faut annexer le constat en amont du bâtiment, de la maison et autres. Donc il faut faire ces constatations-là. Pour ne pas vous couper, maître, je tiens simplement à informer ceux qui nous suivent que vous pouvez télécharger la loi dont nous sommes en train de parler dans cette vidéo, la loi des 3.12, donc du 12 décembre 2012. Dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien dans la description. Vous pouvez lire, c'est une loi relativement courte, à peine 6 pages et 100 et quelques, je crois, articles. Vous pouvez la consulter, et en tout cas, c'est bien ordonné, bien rédigé en tout cas. Lisez la loi pour avoir certaines informations que nous sommes en train de développer dans cette vidéo. Et donc, vous pouvez continuer avec votre développement. Je ne sais pas, je ne vous ai pas coupé le fil. Oh non, pas que vous m'avez coupé le fil d'idée. C'était une précision importante et je pense que ceux qui nous suivent doivent avoir le support écrit. Et je pense aussi, pour vous compléter, je crois que le contrat de bail, et c'est le législateur, moi je rentre vraiment dans l'esprit du législateur, le législateur congolais, dans l'article 8 que vous avez cité, de la fameuse loi du 12 décembre 2012, a parlé d'une obligation. Il dit en réalité que le contrat de bail d'habitation est obligatoire. Normalement, l'écrit, est obligatoire, mais on peut le faire verbalement. La difficulté, c'est comme vous l'avez dénoncé tout à l'heure, c'est que on aura du mal à prouver. On aura du mal à prévoir des potentiels ou les potentiels conflits qui peuvent naître entre les locataires et le bailleur. Imaginez, on n'a pas rédigé un contrat de bail, donc on ne sait pas c'est quel bail il s'agit. C'est vrai, on va discuter, ok, mais les paroles s'envolent, les écrits restent. Et à titre probatoire, si on n'a pas d'écrit, c'est un peu difficile de prouver. C'est la parole de l'un contre l'autre. Devant le juge, moi j'ai dit ceci, je dis ceci, ah non, j'avais dit ceci, voilà. Vous pouvez dire, on aura des témoins, etc. Mais il est toujours important de faire un contrat de bail par écrit. Parce qu'il faut constater d'abord le domicile, c'est-à-dire que l'appartement à louer. Il faut dire, écoutez, c'est tant de fenêtres, baies vitrées, tout ça, et c'est persiel, il y a un plafond, il y a la peinture et tout ça. Vous constatez, tout ça, vous n'allez pas dire ça oralement, et puis qui est-ce qui va vous croire un peu? Donc, il faudrait constater tout ça par écrit. Les vachettes sont en bon état parce que cette précision, la rédaction de ce document qui constate, bien entendu, l'entrée du locataire dans le domicile est un document contradictoire. Ça veut dire qu'il est rédigé à deux. Il y a le bailleur d'un côté et il y a le locataire de l'autre. Les deux discutent, ils font la constatation. Parce qu'après, s'il y a un souci, par exemple, il y a eu la vachette qui s'est gaspillée, parce que le locataire, je tiens à le rappeler, il a l'obligation d'entretien. On va voir ça avec vous, les différentes obligations du locataire et du bailleur, le cas échéant. C'est qu'il a l'obligation d'entretenir
le domicile qu'on lui a donné, l'appartement qu'on lui a donné. Puisque le bailleur, lorsqu'il signe le contrat de bail, parce qu'on parle de signer le contrat de bail, on ne parle pas de discuter un contrat de bail, vous voyez, on parle de conclusion, forcément, c'est à l'écrit. C'est vrai qu'on peut signer un contrat à l'oral, c'est possible, mais dans ce cas de figure, quand on conclut un contrat comme ça, le bailleur, lui, il donne au locataire un démembrement de la propriété. Je rappelle ici que la propriété est divisée en 3 démembrements. Nous avons l'usus, l'abusus et le fructus. L'usus, c'est le droit d'user, le fructus, c'est le droit de tirer profit de la chose, et l'abusus, c'est le droit de disposer de la chose. Ça veut dire que on peut la vendre, on peut la détruire, on peut, bon, voilà, on peut faire tout ce qu'on peut faire parce qu'on est propriétaire de la chose. On est propriétaire d'une chose lorsqu'on a ces 3 démembrements de la propriété. Et le propriétaire de la maison ou le bailleur, s'il est simplement bailleur, il n'est pas propriétaire, peut-être gérant peut-être de l'appartement. Le bailleur, lui, il donne au locataire l'usus, ça veut dire le droit d'usage, d'user de la chose. Donc le locataire qui vit dans cet appartement jouit de l'appartement, il doit user, il use de cet appartement, et donc, puisque celui qui y vit, il doit l'entretenir. Il ne doit pas mettre la peinture, il ne doit pas salir la peinture, il ne doit pas gaspiller la vachette, etc. Et donc, vous voyez qu'il a cette obligation d'entretien. Mais si on ne constate pas par écrit, ah ben, c'est difficile après. Alors, je suis d'accord avec l'exposé que je me permets de qualifier de brillant. Ok. Et lorsque je vous écoute, je me dis, mais tiens, il pouvait faire seul l'interview tellement il parle des sujets avec une certaine précision, et ça prouve bien que à l'université Marie-Ngouabi, on forme d'excellents juristes, et je tiens à vous rendre hommage, aimons-nous vivants, et j'aime pas des hommages à titre posthume, j'aime des hommages entumes pendant que la personne est en vie. Okay. Vous avez raison, au fait, l'écrit est important pour la sécurité juridique. En effet, oui. Mais ce que le législateur a dit dans l'article 8, c'est pas une condition de validité. Ah oui, en effet, oui. C'est important pour... c'est juste un formalisme. Voilà, c'est juste un formalisme, et qui n'a aucune conséquence sur la validité, la validité du contrat. Ah, en effet, oui. Écoute, moi je suis d'accord, parce que le contrat de bail d'habitation à usage civil n'est pas un contrat d'adhésion. Okay, c'est-à-dire, les parties peuvent s'asseoir, discuter du contrat. Ok, en effet. Le futur locataire ou le potentiel locataire peut dire, par exemple, par rapport à l'état de tel endroit, je pense qu'il faut réduire le prix du loyer. En tout cas, ils sont libres de discuter. Ce n'est pas un contrat d'adhésion. Il faudrait bien que ceux qui nous suivent le savent. Alors, lorsque vous avez la possibilité de discuter un contrat, c'est que vous cherchez à ce que l'acte que vous allez conclure puisse comporter les revendications et les attentes de tout un chacun. Ok, oui. Les revendications et les attentes de tout un chacun. Donc, vous pouvez inclure des clauses, pourvu que ces clauses soient légales. Et donc, à partir de ce moment, si un litige naît, vous aurez besoin quand même de dire, mais écoute, voilà par exemple ce qu'on s'était accordé, ce qu'on avait arrêté, et vous ne l'avez pas respecté. Et donc là, vraiment, je vais profiter de m'adresser aux bailleurs, aux propriétaires. Je dirais que c'est important. C'est important, chers propriétaires, chers bailleurs, de pouvoir faire signer, ou peut-être de pouvoir recourir à l'écrit toutes les fois que vous donnez votre maison en location. Et aussi aux futurs locataires, toutes les fois que vous serez, pas peut-être dans l'obligation, mais toutes les fois où vous serez sur le point d'aménager dans une nouvelle maison, je vous recommande fortement de pouvoir demander à votre bailleur qu'il puisse vous produire
un contrat de bail, si possible, vous le discutez. Si vous estimez qu'il n'est pas léonin, vous le signez. C'est très important pour la sécurité juridique et ça peut vous aider en cas de litige. Ok, merci beaucoup. Et donc, je profite de l'occasion parce que notre page YouTube, Le Génie du droit congolais, propose bien entendu un service de rédaction de contrat de bail. Si vous avez un problème de rédaction de contrat de bail, parce que c'est très important, surtout je tiens à le rappeler, il est bon de recourir à l'écrit lorsqu'on veut conclure un contrat de bail. Le verbal est limité, il faudrait faire un usage de l'écrit pour une sécurité juridique, pour nous protéger et pour protéger l'autre partie, pour éviter les éventuels conflits futurs, mais un contrat mal rédigé peut être une source de problème. C'est pourquoi nous, en tant que juristes, le génie du droit congolais s'est organisé dans ce sens-là. On est en train d'aller vers un cabinet et nous avons un service de rédaction, mais en tout cas des contrats de baux sur mesure. Donc les bailleurs qui nous écoutent, ou les locataires d'ailleurs, qui aimeraient recourir à un contrat de bail bien rédigé, un contrat rédigé par un juriste, comme vous l'avez dit au début de l'émission, que les mots ont un sens, et il faudrait mettre les mots qu'il faut, il faut utiliser un jargon juridique, et le jargon juridique pour les novices, ceux qui ne sont pas initiés, généralement dans la science juridique, peut paraître un jargon, généralement peut-être les mots, parfois on l'utilise dans un sens usuel, mais en réalité, ces mots ont d'autres significations en droit. Donc, il faut faire recours aux juristes. Nous sommes là, ça tombe bien, et donc nous vous offrons ce service-là à un prix relativement bas. Donc, contactez-nous pour que nous vous rédigions des contrats de baux sur mesure qui tiennent en compte des réalités de votre appartement parce que nous allons prendre toutes les caractéristiques de la maison, ses combien de chambres, etc. La maison est en quelle sorte de peinture, à huile, à eau, etc. Tous ces détails sont très importants dans le contrat. Et il y a des mentions obligatoires que la loi, en tout cas, des 12-12, des 3-12, est en train de recommander dans un contrat de bail. Et nous avons l'habitude de rédiger des contrats. C'était un peu en coulisses. On le faisait ça et là. Et nous avons décidé, bien entendu, de partager notre expérience, de partager ce service à un grand monde parce que nous nous sommes rendus compte que le contrat de bail, constaté à l'écrit, est une véritable protection juridique lorsque celui-ci est rédigé par des juristes, par des sachants, des gens qui ont l'habitude de rédiger des contrats. Et donc, contactez-nous, nous allons vous rédiger un contrat sur mesure bien fait. Alors, on revient sur notre émission et merci à vous parce que c'est très avantageux d'avoir un contrat de bail. Et moi, il y a une question aussi qui me vient parce qu'il y a des gens qui vont dire, bah, écoutez, vous nous parlez de services de rédaction de contrats, mais est-ce qu'on est obligé d'aller vers vous? Est-ce que, bon, de toutes les façons, nous avons nos propres contrats de baux qui sont avec nous? Mais les gens disent parfois, et vous allez nous ôter d'un doute, est-ce que le carnet de loyer est un contrat de bail? Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire ça, écoutez, bon, moi j'ai mon carnet de loyer avec mon logeur, mon bailleur plutôt, et écoutez, nous avons signé, il y a sa signature, il y a mon nom et tout ça, et il y a les mois que nous payons, ce que nous versons. Est-ce que vous pensez, vous, du haut de votre qualité de juriste de formation, que le carnet d'adresse, le carnet de loyer, pardon, est un contrat de bail? Je dirais non. Parce que le carnet de loyer n'est pas un contrat. Dans le carnet de loyer, on ne retrouve pas les mentions. Il n'y a pas les mentions prévues par la loi de 2012. Okay. En tout cas, je peux d'entrée de jeu vous dire que ce n'est pas ça le contrat. Okay. Après, il faut comprendre une chose. Nous sommes dans une société peu formaliste. Okay, oui. On n'aime pas recourir à l'écrit. Et donc, dans des sociétés comme... C'est pourquoi nous avons des problèmes aussi après. Effectivement. Tout le monde se retrouve à la gendarmerie, à la police, parce que, bon, voilà, on a ces problèmes-là. Okay, effectivement, je suis d'accord avec toi que l'absence d'écrit est parfois à l'origine de beaucoup de problèmes. En effet. Et si on avait
recourir à l'écrit. On avait recouru à l'écrit, peut-être qu'on ne devrait pas en arriver là. Non, et donc, on dans donne des facilement la sociétés... confiance, on dit, bah, écoutez, je lui fais confiance, il comprend déjà, mais non, mais il faut écrire, il faut dire, faut tout mentionner. Vous savez, le contrat est l'un des actes les plus importants, parce que si on s'en tient à la définition en vigueur en République du Congo, le contrat est un acte qui rend les parties l'une créancière et l'autre débitrice. Et le contrat crée des obligations. Oui. Et lorsque vous êtes partie à un contrat, vous devriez respecter vos obligations. Le contrat crée des obligations et c'est important de recourir à l'écrit. En cas de manquement des obligations de telle ou telle partie, de l'une ou l'autre partie, on peut facilement activer certaines clauses, par exemple la clause résolutoire. Merci. Je ne vais pas aborder ici. Il n'y a pas de souci parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission parce qu'il y a une deuxième partie. Parce que cette émission, pour ceux qui ne savent pas, est divisée en deux parties. Cette première partie, nous vous donnons un avant-goût du contrat de bail à usage civil en République du Congo. Il y aura une deuxième partie où nous irons en profondeur. Nous allons aller en profondeur de cette notion de bail à usage civil parce que nous allons expliquer quelle est la procédure d'expulsion. Est-ce qu'un bailleur peut entrer dans la maison qu'il fait louer au locataire, prendre les choses et puis le faire sortir, bon, l'expulser autrement dit, le mettre dehors juste comme ça? Est-ce qu'il y a une procédure? Est-ce qu'il y a des conditions, etc. C'est ce que nous allons voir un peu plus tard, nous verrons dans la prochaine émission. Il y a une question qui me vient à l'esprit avant de terminer, c'est celle de la durée du bail d'habitation. Que pensez-vous de la durée? Quelle est finalement la durée? Vous nous avez parlé au début du bail amphithéotique, terme compliqué, qui dure au minimum 18 ans, sinon c'est 99 ans. Mais le bail civil, le bail d'habitation, lui, il dure combien de temps finalement? Alors, le législateur congolais, toujours à travers la loi de 2012, a parlé d'une durée de 3 ans. Ah, donc le bail civil dure 3 ans. 3 ans. Le bail civil dure 3 ans. Donc, et là, on arrête avec les relations contractuelles? Non. Je devrais justement y arriver. Donc, vous signez un contrat de bail, la durée légale est de 3 ans, mais à la fin de cette période triennale, vous pouvez reconduire le contrat autant de fois que vous voulez. Vous pouvez reconduire le contrat autant de fois que vous voulez. Mais toutefois aussi, les parties peuvent donner une durée beaucoup plus importante. Et ça ne doit pas être inférieur à 3 ans. Ils peuvent dire, bon, nous signons un contrat de bail, par exemple, 9 ans. Pour 9 ans, pour 10 ans, pourvu que les parties ne s'obligent pas éternellement. Parce qu'en droit, on ne s'oblige pas éternellement. Les contrats éternels n'existent pas. Et donc, voilà, le contrat de bail d'habitation n'en est pas une exception. On ne s'oblige pas l'un envers l'autre de façon éternelle. Ok, merci beaucoup. Merci d'être passé par ici. Et Monsieur Dalous Hardy Mavungu, est-ce que vous avez un mot de la fin pour ceux qui nous suivent? Bien évidemment, vous allez revenir ici pour la seconde partie de ce sujet, de ce thème. Que faut-il connaître sur le contrat de bail à usage civil en République du Congo? Est-ce que vous avez un mot de la fin pour ceux qui nous suivent? À vous la parole. Alors, aux téléspectateurs, à toutes les personnes qui suivent la page Génie du droit, ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demande de le faire. Le message que j'ai pour vous, c'est un message d'encouragement. Alors, je vous encourage tout simplement de vous approprier du droit congolais, savoir qu'au Congo, il y a un droit qui s'applique à nous et il faut connaître ce droit. Je remercie la page Génie du droit qui, je vais dire, est un suppôt du droit congolais dans la mesure où vous partagez aux Congolais, mais aussi à d'autres personnes, ce que c'est réellement le droit congolais. Et donc, comme je le disais, nous sommes une société réglementée.
nous vivons dans une société qui a des lois. Et il faudrait que nous puissions connaître ces lois. Mais permettez-moi, chers téléspectateurs, de vous rappeler une phrase d'Hegel. Cette phrase est tirée de son ouvrage intitulé « Principes métaphysiques du droit ». Dans cet ouvrage, Hegel a dit « L'homme ne peut être soumis à des lois que celles qu'elle s'est données elle-même ». Nous sommes dans une démocratie, laquelle démocratie est représentative, et donc nous avons délégué notre pouvoir à nos représentants qui votent des lois pour nous. Et ces lois nous sont applicables parce qu'on l'a voulu. Ceux qui l'ont proposé, ceux qui l'ont voté nous représentent. Et donc il est de notre devoir de pouvoir connaître ces lois afin de bien les protéger et aussi de s'en prévaloir toutes les fois où le besoin va se présenter. Merci. Ok, merci beaucoup pour ce mot de la fin intéressant, impressionnant, qui caractérise fondamentalement le juriste de formation que vous êtes. Merci d'être passé par ici et nous disons merci à toutes celles et ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde et en particulier les Congolais. Et cette chaîne est là pour donner du contenu autour du droit congolais parce que rares sont les vidéos qui parlent du droit congolais. On trouve des vidéos sur les réseaux qui parlent du droit français, du droit sénégalais, mais on ne trouve pas des vidéos qui parlent du droit congolais. D'où l'initiative du génie du droit congolais. J'ai renommé la chaîne il n'y a pas longtemps parce que c'était le centre d'encadrement le génie du droit. Et nous avons dit le génie du droit congolais parce que nous revendiquons cette nationalité. C'est le patriotisme, le nationalisme, on est congolais et donc il faut parler du droit congolais. On veut s'adresser aux Congolais, c'est pourquoi nous sommes là pour faire ces contenus et nous aurons d'autres émissions, nous aurons d'autres intervenants, nous aurons d'autres invités et restez scotchés à la page, abonnez-vous et partagez surtout, c'est très intéressant, partagez, voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui est bailleur, qui est propriétaire, qui a envie de donner sa maison en location, faites parvenir cette personne cette vidéo de sorte qu'elle puisse faire appel à nous pour la rédaction de son contrat de bail sur mesure. Nous disons merci à la Croix-Bleue congolaise qui nous a accueillis dans ses locaux, qui nous a permis d'avoir ce beau cadre pour tourner cette émission. Nous disons merci beaucoup aux responsables de la Croix-Bleue et surtout au coordonnateur, Monsieur Georges. Monsieur Georges qui nous a accueillis. Et nous disons merci à Monsieur Apolla Mongo Faustin qui nous a soutenus pour rendre possible le déroulement ou le tournage de cette émission. Nous disons aussi, en dernier lieu, merci à Monsieur Joël Mouyeke pour sa contribution, car sans ses contributions, nous n'allons pas avoir ces rafraîchissants que nous avons eus avec notre invité de ce jour. Merci beaucoup. Vous et nous, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission, pour la suite, bien entendu, de l'émission de ce jour. Merci.